Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur Radio Atleti. Enfin, on attendait une telle journée, un match qui se passe comme sur des roulettes, 5 buts à 0, Atlético Eibar, un débrief donc facile, on va pas le faire comme d'habitude très précisément parce qu'il n'y a pas eu match en deuxième mi-temps, donc on va plutôt parler de certains joueurs qui se sont bien illustrés ce soir et qui le méritaient. Alors pour m'accompagner aujourd'hui, 4 membres de la team, tout d'abord François. Salut François, comment ça va ? Bah écoute, ça va, il fait beau, on gagne sur un terrain où il fait beau aussi, donc c'est super cool. Et puis en plus, du coup, je me rends compte que finalement, c'est peut-être pas moi le chat noir de la team Atleti Francia en termes de radio, mais c'est bien Loris. Donc voilà, salut Loris. Je rappelle au passage qu'il a quand même fait un bon article sur Locatelli et que voilà, merci à tous ceux qui lisent et qui le partagent, c'est cool pour lui. Ok, bah, il est là sur le chat de toute façon, il nous répondra, j'en doute pas. Allez Timéo, toi aussi ton retour est magnifique finalement. C'est vrai que la dernière fois tu nous avais quitté sur le derby, je pense. Maintenant te revoilà et tout se passe comme sur des roulettes. Comment ça va? Comment tu le sens, voilà, ton retour? C'est grâce à toi? Ben, on va commencer à se le demander, hein, parce que dans mes souvenirs, j'ai jamais débriefé une défaite de l'Atlético à part la défaite contre le Real. Un match Ça nul fait en plus. quasiment. J'ai débriefé le 2-0, la défaite contre Ah le oui, Real, oui, juste. et je pense que c'est la seule. Et j'avais plus fait de radio, c'est vrai, depuis le 1 partout contre le Real. Je suis très content de revenir parce qu'il y avait eu une très mauvaise phase de l'Atlético pendant tout ce temps. Et puis voilà, je reviens pour un 5-0, le sourire. Je suis très content de vous retrouver, très content de retrouver les gens dans le chat. C'est parfait. Eh bien nous aussi on est content de te retrouver. Allez Mathieu, toi comment ça va? Ça va très bien, bonjour à tous. Le FC optimiste est encore plus heureux que d'habitude aujourd'hui. Voilà, pour retrancher avec Timéo, moi j'ai fait partie des vaillants, hein, ceux qui étaient là depuis, qui ont vécu la période difficile, mais c'est vrai que voilà, j'ai vu passer dans le chat, ne nous emballons pas non plus, ça fait super plaisir d'avoir enfin un peu de positif sur cette chaîne Twitch. Et enfin Jayan, tu étais là le premier présent pour cette radio. Comment tu te sens toi ce soir? Est-ce que tu es emballé ou plutôt mesuré? Ah, je suis heureux. Non, vraiment, là, Ah, il est c'est dur, emballé, j'en peux lui. pas. Ah ouais, non, non, vraiment. Le soulagement, c'est. Je dis limite, les 3 points, ils font du bien, les 3 points, mais le petit 5-0 au moral aussi, là, ça fait vraiment du bien, vraiment. C'est vrai que ça fait clean sheet. Je pense pas qu'il y ait eu un carton qui a été distribué. Et puis, pas de Non, blessure, hein. On s'en doutait un moment. Les blessures, les quand on morts. voit ce qu'attend le Real ce soir au niveau de l'effectif, on se dit il faut surtout pas se blesser. Voilà, Il y a les enfin. morts aussi, par contre, avant le match. Il y a Thomas Oui, Lemar oui, quand même, ça apparemment. c'était attendu. C'était attendu. Lemar, évidemment, on pensait qu'il allait même titulaire et voilà, finalement, il était légèrement blessé. Bon, ben, cette compo finalement découle aussi des absences. Pas de Félix, pas de Suarez, ça c'est attendu. Pas de Lemar en pensant qu'il allait revenir. Du coup, retour au 4-4-2 avec Oblak toujours dans les buts. Trippier, Savic, Jiménez, Lodi. Évidemment, quand on fait un retour en 4-4-2, Lodi joue latéral gauche. Un double pivot pour commencer Koke, Herrera, Saúl, Carrasco. Et enfin, le duo d'attaque, Llorente qui faisait sa retour de suspension depuis le match FC Séville et Correa. Bon, cette première mi-temps, elle est assez intéressante, c'est pour ça qu'on va beaucoup parler d'elle, et puis on va un petit peu plus s'amuser pour la deuxième mi-temps, mais Mathieu, la première mi-temps, finalement, l'Atlético a mis en place son 4-4-2, mais c'était très poussif, on voyait qu'il n'arrivait même pas à se procurer une occasion jusqu'à la 40e minute, mais voilà, comment on peut expliquer cette mise en place un peu tardif, l'Atlético qui hésite, qui n'est pas assez précis, pas mal de déchets aussi, je trouve, c'est mon humble avis, mais toi, comment tu expliques cette mauvaise première mi-temps, cette Ouais, mauvaise première 40 poussif, minutes? poussif c'est le mot. Je dirais que forcément l'Atlético a un peu déjoué dans la mesure où on voyait clairement pas l'intensité qu'on attendait, notamment pour un match théoriquement si prenable. Après, je tiens quand même à souligner, je pense que c'est le seul mot qu'on va avoir sur Eibar, l'adversaire aujourd'hui, donc je tiens à le souligner dès maintenant. Ils ont quand même tenté le coup en mettant en place une défense assez haute, en tout cas plus haute que prévu. Ouais. Ils n'ont pas décidé de subir dès le départ, et donc ça nous a mis en difficulté. Alors ça nous a pas mis en difficulté longtemps, parce qu'ils n'ont pas pu maintenir un tel niveau très longtemps, mais en tout cas 40 minutes où ils ont quand même réussi à nous déjouer, donc c'est quand même à noter. Après, Ouais, mais ça reste Eibar a anecdotique. toujours essayé ça. Je pense qu'ils jouent toujours haut, même à domicile. On s'en souvient, dans un match très Ouais, tout à compliqué, fait. ils font ça. Et au Barça, ils avaient accroché le Barça un but partout quand le Barça était aussi en crise. Eibar n'avait pas bétonné à l'arrière. Loin de là, Eibar, c'est une équipe qui joue très haut, qui essaie de mettre de l'intensité.
Mais évidemment, les joueurs ne sont pas de même niveau, le mental ne suit pas, et puis ça s'effondre actuellement. Je pense qu'ils ont 11 défaites et 3 matchs nuls sur la 14e match. Donc voilà, c'est catastrophique. C'est la lanterne rouge. Pour rejoindre un peu le danger des bars, ils ont quand même une belle occasion, je l'ai noté, monsieur. C'est ce petit centre à 18e dans le petit rectangle, qui a une superbe passe en profondeur dans le dos de Lodi. On sait bien que Lodi, défensivement, le dos, il est assez prenable. Ben, là, il a été pris par cette passe en profondeur. Et puis, il y a un super... Il y en a 2-3 qui sont passés d'ailleurs, des passes en profondeur. Oui, tout à fait. On voit qu'ils jouaient assez directement. Bon, ils savent pas faire autrement. Puis, il y a un superbe centre pour l'attaquant des Bars dans le petit rectangle. Heureusement, il est un peu court, mais c'était quand même la plus belle occasion du match après 20 minutes. Bon, on a quand même un match, François, très compliqué de la part d'Atlético. On a pas mal, je sais pas si tu l'as observé aussi, pas mal de renversements de jeu, avec notamment des transversales par Herrera. Je suppose que tu l'as repéré aussi. Ouais, si, totalement. Je l'ai repéré. C'était d'ailleurs un des seuls moments où finalement on allait un peu accélérer le match, Ouais. parce que sinon c'était C'est comme ça qu'on assez accélérait le jeu. poussif. C'est comme ça. Ouais, c'était ça, voilà. Sans ça, vraiment, on voyait juste le ballon tourner. C'était dommage parce que des joueurs, par exemple, comme Lodi ou Trippier, même Trippier, c'est dire, prenaient pas beaucoup l'initiative Non. de lancer sur les côtés, etc. Et sans Herrera, on aurait eu une mi-temps encore plus poussive que ce qu'on voyait déjà. On voyait les joueurs se casser les dents sur la deuxième ligne après avoir passé difficilement la première. Donc on partait pas sur un grand optimisme en première mi-temps. Ouais, et Herrera, on va reparler de lui un peu dans les individualités. C'est vrai que c'est le seul depuis le départ de Thomas Partey. Moi, j'ai l'impression qu'il est capable de faire des transversales de 50-60 mètres sur les latéraux qui sont excentrés. Est-ce que vous avez aussi cette impression-là? Pour moi, c'est le seul capable de le faire précis. Il en a fait le deuxième but, ça part de ça d'ailleurs. Ouais, exact. C'est vrai qu'on voyait au début de saison Kondogbia pouvoir éventuellement occuper ce rôle-là, mais c'est vrai qu'au long terme, bon, les deux n'ont pas beaucoup de temps de jeu, mais c'est vrai qu'en termes de passe pure, à mon avis, c'est Herrera qui a la plus belle palette des deux, en tout cas qui la montre. Et ça, on va en parler parce que je me demande si Herrera ne va pas prendre finalement, si on fait un retour au 4-4-2 pour la fin de l'émission, si Herrera ne va pas accumuler les minutes jusqu'à la fin de saison, mais bon, ça on en parle dans le débat de fin d'émission. Bon, Timéo, c'est toi qui vas avoir l'honneur de décrire ce premier but finalement. Correa forcément a été critiqué, vraiment fortement critiqué, on peut le dire, sur ces dernières semaines, puisque à la finition, il a pêché. Et là, il est vraiment récompensé. C'est lui qui ouvre le score. C'est sûr, c'est vrai que Correa, il vivait vraiment une période très difficile avec l'Atlético, surtout avec l'absence de Luis Suarez. Il était un peu à ce rôle de buteur qui lui correspond pas forcément. Alors on pense à ses occasions ratées contre le Betis, contre Séville et surtout contre Levante. Et ça avait dû lui mettre un gros coup au moral. Là, il arrive vraiment en renard des surfaces. C'est ce qu'on attendait de lui au final. Sur cette belle déviation de Herrera, il se projette, il arrive. Le but est vide. Bon, heureusement qu'il la met, parce que je pense que là, s'il la met pas, c'est typiquement là où il se serait fait, je pense, insulter. Bon, là, normalement, le but était tout fait. C'est super pour la confiance. Puis après, du coup, il a réussi à enchaîner sur le deuxième. Il a fait ce qu'on lui a demandé. Il a réussi à comme j'ai dit, être en renard des surfaces, à se projeter et ça fait but. Et c'est très bien pour lui, pour la confiance et puis pour la fin de saison. On nous dit, pour revenir un peu sur un aspect tactique, puis on revient sur Correa, on nous dit que Eibar gêne l'adversaire puisqu'il ne presse, ça a poussé Koke et Herrera à reculer, ce qui donnait l'impression qu'on jouait un peu à la baballe pendant 30 minutes. Mais le pendant de ces milieux bas était le côté gauche, particulièrement où Simeone a clairement misé sur ce côté et c'était le point régissant de la première mi-temps. D'ailleurs, Herrera, le deuxième but, c'est une transversale sur Lodi, mais c'est lui qui est déjà à l'assist sur le premier but. C'est lui qui dévie au premier poteau, magnifique déviation de la tête pour Correa et Savic. Je ne savais pas qu'il avait marqué au début, finalement c'est Correa qui la pousse au fond du but. Alors oui, ce deuxième but qui est le plus beau but en fait des 5 je crois de l'Atlético, Giant, un super but de Correa, peut-être que lui seul sait faire. Bon, ça part d'une super transversale pour Herrera sur Lodi excentré qui trouve Carrasco, et puis Giant, là Correa il fait le reste, rien à dire. C'est ça, déjà l'action elle part d'une magnifique transversale d'Hector Herrera en plus. Ouais. Lodi fait un très bon contrôle à un moment, vraiment le contrôle était vraiment de qualité. Il décale, c'est Carrasco je crois qu'il la remet sur Correa. Ouais. Alors là Correa après du grand art littéralement, voilà. Il récupère, il fait une espèce de roulette un peu et puis il vient mettre comme ça, il vient l'enrouler, rouler au ras de terre, c'était vraiment magnifique, c'est un but, c'est du génie littéralement. Mais en fait Correa c'est contrôle orienté comme il le fait sur but, c'est ce qu'il fait de mieux.
Et je pense que même après 14 minutes, j'avais noté quand Atletico pêchait quand même à mettre le match, à mettre la machine en route. Il se retourne bien au milieu de terrain et puis il fait un mauvais choix de passe. Bah, lui, c'est encore ses qualités, ses défauts qui se révèlent sur l'action. Il se retourne superbe bien. Il y a Lodi qui fait un super appel à gauche, c'est après 14 minutes. Et puis il fait une mauvaise passe en profondeur sur Carrasco qui était dans l'entonnoir entre deux défenseurs de Eibar. Mais ces contrôles-là, on sait qu'il est fait. Et enfin, il a réussi à aller au bout avec cette finition instantanée. Donc là, super but de Correa, son 3e de la saison, hein, au moment, son 4e de la saison avec ce doublé, si je me trompe pas. Il aura mis 8 assists finalement avec le 4e but de Llorente. On y vient. Bon, là, est-ce que vous vous êtes dit, messieurs, avec le doublé de Correa, bon, c'est fait, le match est plié ou alors il y avait encore un petit suspense pour vous? Non, Ouais, en vrai, c'est pas mon genre, mais il n'y en avait pas. non, Pas de c'est ça. suspense. Enfin, faut se dire qu'Eibar n'a pas tiré une seule fois au but. Mhm. Et je les voyais pas vraiment. Voilà, ils sont venus aussi un peu de jouer le jeu. Ça a marché 30-40 minutes, mais voilà, 1-0 encore, ok, mais à 2-0, je me suis dit non, honnêtement, voilà. Je me suis pas dit c'est gagné, mais bon, je me le suis dit quand même. Parce que voilà, c'est. Après, Eibar après était trop qui a quand faible. même réussi à imaginer à quoi ressemblerait la seconde mi-temps? Parce que pour moi, et d'ailleurs c'est ce qu'ont dit Benjamin da Silva et Omar de Fonseca aux commentaires, enfin pour moi, Simone il allait bétonner et 2-0 c'est très bien, on prend et puis on fait de la baballe pendant le deuxième mi-temps, quoi. J'y ai D'ailleurs, vraiment cru à ça. J'y ai vraiment cru parce qu'en plus, on avait quand même 2 joueurs offensifs qui n'étaient pas là. Donc, je me suis dit, bah là, c'est bon, 2-0, hop, terminé. On bétonne, voilà, on fait rentrer Kondobia, Torreira, terminé, et bonne soirée. Et bah non. Mais je pense que le 3e but rapide aussi, hein, pour aller sur la deuxième mi-temps, puis on parlera des joueurs, leur coupe les jambes en fait. Il intervient après 4 minutes, je pense, Carrasco lancé, on va dire aisément par Saoul en profondeur, mais voilà, un long ballon comme ça devant, vous vous retrouvez en face à face avec une erreur du gardien. Là, je me suis dit, bon, Eibar, on voit que c'est quand même une équipe qui se bat pour la descente, parce que c'est quasiment inadmissible, vous pouvez pas se prendre ce genre de but. Bon, Carrasco qui s'amuse. 2e but pour lui en passant entre les jambes du gardien, hein, de la saison, puisqu'il avait fait avec Ter Stegen face au Barça lors de la victoire à 0. Deuxième but en 2 matchs aussi pour Carrasco. Et 2e but en match, c'est assez rare, il faut Et 3 souligner. buts sans gardien à chaque fois. Tous les buts qu'il marque, il n'y a plus de gardien. Ouais, c'est vrai à chaque fois. C'est peut-être comme ça qu'il peut marquer en fait. Il avait fait une frappe cadrée, mais ses frappes ne sont pas assez efficaces aux Belges. Bon, ça s'enchaîne, hein, et puis on va aller sur les individualités, c'est plus intéressant. 4e but de Llorente, son quantième en championnat, son 11e je pense au total 11e, avec le doublé. ouais. Ok, donc le 4e but de l'Atlético correspond à son 10e, puis le 5e à son 11e. C'est magnifique, donc Correa à l'assist, il ne regarde pas, ça arrive sur Llorente. 8e assist pour Correa, magnifique, il fait quand même une superbe stat là-dessus. Et puis là, après le 4e but, moi je me dis, la seule solution maintenant, c'est faire tourner. Il l'a fait. Il l'a fait superbement, puisqu'il fait rentrer Dembélé et Vitolo à la place de Koké, qui a sans doute un stat à l'appui, le plus de minutes avec Oblak sur cette saison. Il fait aussi rentrer Kondogbia et Torreira à la place d'autres indispensables, j'ai envie de dire, Carrasco et Herrera. Moi, quand je le vois sortir Herrera, messieurs, ce que vous vous dites pas, mais en fait, Herrera, s'il sort à l'heure de jeu, est-ce que c'est pour faire tourner et donc miser sur Herrera pour la fin de saison? Aujourd'hui, je pense qu'on a vu beaucoup d'indicateurs dans ce sens. C'est-à-dire, je pense qu'on va en parler dans la synthèse du match, mais ça nous a donné, mais mine de rien, même si la victoire est d'une certaine manière facile et tout, on a vu beaucoup la gestion de Simeone qui est superbe, les joueurs qui décident de faire rentrer, les joueurs qui décident de faire souffler. Oui, là aujourd'hui, c'était le vrai, on va dire, début. Voilà, c'est la première fois que l'Atlético enclenche sa fin de saison dans le bon sens. Et on a vu un début de fin de saison géré avec des beaux indices. Donc oui, si Herrera sort si vite, c'est qu'au moins au prochain match, on le verra. Et donc ça donne aussi une indication sur la formation. Pourquoi pas revoir le 4-4-2 jusqu'au bout? On en parlera. Alors, 5e but, juste avant les derniers changements, c'est 5e but de Llorente, encore une fois, servi par Carrasco. Bon là, Eibar regardait jouer, il n'y avait plus match, c'était un entraînement. Il y a eu un dernier changement un quart d'heure de la fin. Savic, un défenseur central, c'est rare, sort pour Felipe. Voilà, donc il n'y a pas eu match, on a un petit peu décrit les grands faits. Voilà, il y a eu match jusqu'à la 42e minute, puis c'était terminé. Les joueurs, messieurs, et c'est là-dessus, à mon avis, on va les noter évidemment. Et on va parler le plus durant cette émission, c'est sur les individualités, leurs prestations. On va commencer peut-être par, pour moi, même s'il n'a pas été king of the match par la Liga, c'est Llorente, par Correa, parce que c'est lui qui débloque la situation, qui la rend confortable.
Correa, Timéo, vas-y, on recommence par toi. Une note et enfin peut-être voilà, remise en contexte. On sait bien qu'il a raté, ça va lui faire du bien. On sait bien que il fonctionne au mental surtout. Oui, c'est exactement, j'allais le dire. C'est un mec qui fonctionne au mental, c'est un mec qui a besoin d'être en confiance, qui a besoin de se sentir entouré et que les autres aient aussi confiance en lui. Ça s'est vu après son match contre le Betis où on a vu vraiment Simeone le réconforter. Et je pense que durant toute cette semaine, il y a eu un gros travail mental sur Correa de la part de Simeone pour lui dire on croit en toi, tu peux le faire. Et ça s'est vu aujourd'hui. On a vu vraiment un autre Correa. On a vu un Correa qui du coup tentait. Un Correa qui tente des choses, qui était du coup à l'initiative. Son deuxième but où il se retourne, où il frappe, c'est vraiment limpide. C'est des choses qu'on n'aurait peut-être pas vues il y a encore 1 ou 2 matchs. Moi, si je devrais lui donner une note, ce serait un 8,5, même un 9. Parce qu'en plus de mettre un doublé, ce qui est quand même assez rare pour un joueur comme Correa, il était à la passe décisive, je crois, sur sur le but de Llorente ou Carrasco, je ne sais plus trop. Mais en tout cas, il a été passeur, il était double buteur, il a été présent offensivement un peu comme toute l'équipe. Et c'est vraiment, je pense, un match référent pour Correa cette saison. Ça va lui faire du bien. Et puis pour le sprint final, ça peut être que bénéfique. Et en vrai, un Correa efficace, enfin, qu'on retrouve, qui ne pêche pas devant le but. Oui. Je suis déçu d'un truc, c'est vraiment que Correa n'ait pas été élu homme du match. Ouais, Et il n'y a aucun autre possible. Parce que Llorente met un doublé, mais en dehors de ces 2 buts, Llorente, on l'a moins vu que Correa, je trouve. Il me semble pas qu'il ait fait une passe D, Llorente. Je ne pense pas. Non. Voilà. Alors que Correa en a mis une belle. Donc vraiment, là, je suis assez déçu qu'il n'ait pas été l'homme du match parce qu'il le méritait vraiment. Un autre fait aussi, pour revenir sur Correa, je trouve que malgré ses ratés, donc au FC Séville dans le temps additionnel et au Betis la semaine dernière, je vois que beaucoup de commentaires, il est en jambes, etc. Mais je trouve que même dans ces matchs-là, il était en jambes. C'est lui qui arrivait à donner du peps quand il se retournait, etc. Et donc, c'est ça qui était dommage avec lui, c'est que il y a eu beaucoup de critiques sur ses finitions, mais s'il avait mis des buts, ces buts-là, ben, il aurait été l'homme de cette fin de saison, carrément. Enfin, moi, c'est mon avis. Moi, je trouve que dans le jeu, à part ça, ça va, il met du peps, etc. Il amène de la profondeur. Donc voilà. On est d'accord avec ça. Il y a plein de matchs où il a fait un bon match et qu'il n'y a que ça. Il y a même un match, je me rappelle, je saurais plus, c'est peut-être celui de Levante ou celui du Betis ou je ne sais plus lequel. On l'a dit, mais Correa, c'est hyper compliqué de le noter. Parce qu'il fait un gros match, il mérite 7-8, mais derrière, il rate des occasions qu'on ne sait pas encore comment il arrive à les rater. Donc, non, vraiment, je trouve qu'il y a eu beaucoup de critiques injustifiées envers André Correa, juste parce qu'il avait une finition qui n'allait pas. Mais dans le jeu, moi, j'aime bien André Correa dans le jeu, pour le coup. Oui, pour revenir là-dessus, c'est qu'en fait, c'est surtout un paradoxe, c'est que l'Atlético se procure pas beaucoup d'occasions dans des matchs. Là, c'est un match plutôt ouvert, donc on a réussi à avoir des occasions. Mais dans des matchs un peu plus fermés, c'était toujours Correa qui arrivait à trouver des espaces, qui arrivait à trouver des angles de frappe. Et forcément, quand tu es le seul joueur de l'équipe qui se crée des occasions, que t'en mettes pas un, ça te retombe dessus. Mais pourtant, c'était bien le seul qui arrive à créer du danger. Donc oui, Correa, ça fait longtemps qu'il est en forme. Je suis content d'entendre ça maintenant. C'est vrai que ça fait plaisir après toute cette période. Bon, vous me connaissez, fin défenseur d'Andrelito, donc forcément, ça me fait vraiment très plaisir de vous entendre dire tout ça. Voilà, tactiquement, tout a été dit. C'est un mec qui fonctionne, encore une fois, je vais reprendre les mots de Timéo au début, mais qui fonctionne au mental, qui fonctionne aussi à ce qu'il voit et aux encouragements qu'il reçoit. Donc, petite parenthèse, c'est vrai que le fait de le voir rater et puis de ne pas, comment dire, aller dans ce sens, quand on a vu, hein, sans aller dans la polémique, qu'il avait dû, la semaine passée ou il y a 2 semaines de ça, désactiver ses commentaires sur Insta à cause de ce qu'il avait reçu. Je trouve que c'est vraiment pas le bon message. Et donc, ça fait vraiment très très plaisir. Et pourquoi pas qu'il termine la saison comme il l'a commencé, c'est-à-dire au top sur les passes et au top sur les stats aussi. Ce serait vraiment la meilleure chose, je pense, qui puisse lui arriver. Alors on nous demande évidemment information quand revient Suarez, donc dans l'ordre chronologique des matchs, l'Atlético joue contre Huesca jeudi, puis contre Bilbao dimanche soir. Il reviendrait peut-être à Elche, et s'il revient pas à Elche, c'est au Barça. Donc c'est encore incertain, donc à voir également, et à voir aussi le retour de Félix, il devrait peut-être être retour en semaine, ou alors il prend qu'un ski, il attend Bilbao, et celui de Lemar, de Thomas Lemar également. Voilà, Correa c'est fait. Llorente, messieurs, on va refaire aussi une remise en contexte pour l'Espagnol. Dernièrement, il n'était pas efficace. J'ai lu aussi quelques commentaires comme quoi Marcos Llorente, il pêchait un petit peu. Il n'était pas aussi fort que pendant sa grosse période. Et là, boum, il revient avec un doublé. Mathieu pour le noter. Excuse-moi, Jayan.
Non, moi justement, j'allais rebondir sur ce que disait Jayen tout à l'heure. Tu disais que tu comprenais pas pourquoi il avait été élu homme du match. Alors, je te comprends totalement. Moi, j'aurais élu Correa à 100%. Mais je peux comprendre dans la mesure de son influence. C'est-à-dire que on voit qu'il n'est pas là la semaine dernière, c'est hyper poussif, c'est hyper dur de créer quoi que ce soit. Et aujourd'hui, il revient et on voit que l'allant offensif est soudainement retrouvé, comme si on avait retrouvé un poumon supplémentaire, quoi. Ouais. C'est assez impressionnant. Et je pense que c'est plus ça, c'est plus le côté influence et le côté omniprésent de Llorente sur les occasions et sur son activité, quoi, tout simplement. Donc, même si c'est pas le match où il a le plus couru de la saison, Llorente, c'est un joli set, hein. C'est un Et joli set. par moments, je le trouvais un peu trop facile pour lui ce match. Parce que avec les petits Oui, formats des barres, il les poussait à peine, il avait repris le ballon directement. Il était trop puissant et trop vif pour eux. C'était ça. c'est Ouais, dire ouais. le travail de Llorente, c'est dire Ouais. sa capacité physique, quoi. C'est incroyable parce que tactiquement, il est précieux, mais même quand il est un petit peu juste sur certains moments, qu'il part un peu en retard et tout, il est capable d'avoir les ballons et de compenser ça. Donc, Marcos Llorente, oui, c'est sûr que le récupérer maintenant, c'est la meilleure des choses, encore une fois. Pas mal de débats, je pense savoir. Quoique, on va pas le noter, on en a parlé assez durant cette saison, et on n'est pas obligé de tous les faire. Carrasco, et puis on parlera plutôt des milieux Saúl et Herrera. Carrasco, François, le Belge, voilà, 2 buts en 2 matchs, une note et une petite analyse sur le Belge. C'est compliqué de le noter parce que j'ai du mal à me rendre compte de sa prestation d'ensemble qui est plutôt bonne, mais qui est pas non plus exceptionnelle au niveau de Llorente ou Correa, mais qui est pourtant quand même très très bon. C'est peut-être du 7 ou du 7,5, mais ce qu'on a vu, c'est un bon joueur entre les lignes qui a réussi à trouver les espaces, décaler plus vers l'intérieur avec Lodi, et c'était intéressant de le voir dans ce demi-espace où il allait chercher le côté gauche de la surface. C'était assez intéressant de le voir là-dedans. Et surtout, ce qui était beau, c'est de voir qu'il a réussi à se déplacer sur le terrain, à jouer autre part. On le voit sur son but quand il part au centre. Il y a des moments où on l'a vu tourner autour de Dembélé quand ça jouait dans la surface et aussi quand on jouait assez bas. Et il a montré qu'il savait jouer autrement que juste me dire piston gauche. Et c'est quelque chose de très positif parce que ça veut dire que Carrasco, même si on repasse en 4-4-2 ou qu'on va jouer dans une sorte de 4-3-2-1 Ouais, avec ouais. Llorente et Carrasco très libre, il aura un futur, il aura un rôle à jouer. Donc moi, je suis très content pour lui. On va parler de Lodi, hein, vous en faites pas. D'abord les milieux de terrain, puis on parlera de Lodi et de la fin de la Liga. Rien à rajouter sur Carrasco, un indispensable. C'est pour ça que je trouve que Simone a bien fait de le faire sortir très rapidement. C'est un indispensable pour cette fin de saison. Absolument. Ah, clairement. C'est un indispensable d'ailleurs sur l'ensemble de la saison, parce que depuis qu'on joue, voilà, c'était plutôt 4-4-2, mais depuis qu'on a changé de formation, je craignais, je l'avais dit, je l'avais glissé en hiver, blessure ou indisponibilité de sa part, parce qu'il est tellement essentiel dans son style que, ouais, pour l'instant, on n'a pas de doublure, hein. D'ailleurs, j'ai introduit un petit peu la suite, mais il va falloir y réfléchir, quoi, parce que sans doublure à Carrasco, ça devient complexe, on l'a vu. Ouais, un tel On s'en profil. charge avec Loris. Donc la période mercato n'est pas encore ouverte, mais on en reparlera. J'avais dit oui, Saúl Giant, tu voulais absolument en parler. Pourquoi? Parce que Saúl, il a peut-être pas fait le meilleur match de sa vie, mais Saúl, j'ai vraiment retrouvé un Saúl un peu plus libre et vraiment en confiance. J'avais l'impression, vraiment, c'est un joueur, j'ai l'impression que ces derniers matchs, quand il ratait ses matchs, il était, je sais pas, il était vraiment pas bien et on voyait ça par vraiment tous les mouvements qu'il faisait. Il était pas sûr, il a pas mal raté de choses. Et j'ai vu une statistique qui veut dire beaucoup, c'est qu'à 35-36 minutes, il a réussi 11 passes sur 11. Et ça, la dernière fois que j'ai vu Saúl réussir toutes ses passes, c'était déjà il y a un certain temps. Ensuite, il faut une belle passe D, vraiment, parce que c'est la passe D, le troisième but sur Carrasco. Là où Carrasco élimine le gardien, c'est Saúl qui l'envoie, il me semble. Parce que la deuxième, c'était Ouais, Herrera. ouais, c'est Saúl qui Ouais, fait c'est une bien passe à Saúl. Carrasco. Ouais. Ouais, j'avais peur d'inverser entre Herrera et Saúl. Mais voilà, c'est vraiment Saúl, je lui mets un 7 parce que peut-être qu'il ne le mérite pas autant, mais vraiment, il a fait un match vraiment qui change vraiment des matchs qu'il faisait dernièrement, qui n'étaient pas bons. À part le dernier match où il avait fait un match un peu meilleur, mais voilà, un 7 pour Saúl. L'autre milieu de terrain, je pense donc il faut absolument parler parce qu'on risque de le revoir pas mal sur cette fin de saison, c'est Héctor Herrera. Alors Héctor Herrera, c'est assez spécial. Timo, je vais te charger du débat. On l'a beaucoup vu au début de saison, puis il a disparu au milieu de saison et maintenant il fait son retour. Est-ce qu'on devra, si on repasse surtout un 4-4-2 ou un 4-3-2-1, hein, ça dépend de l'animation, est-ce qu'on doit compter sur Herrera? Au début de saison où il jouait quand même assez beaucoup et il était quand même critiqué par certains qui jugeaient qu'il n'était pas non plus indispensable.
Et donc, quand on est passé au 3-5-2, Il a Herrera, disparu. il s'est un peu fait disparaître parce que Mhm. c'est pas un joueur qui est fait pour jouer dans un 3-5-2. Il n'a pas son rôle dans un 3-5-2. Je vois pas où est-ce qu'on pourrait Non. le mettre, surtout quand on a les Lemar, quand on a Llorente, Coquet, Saúl, tout ça. Ouais, ils Donc, avaient c'est pas un essayé joueur. au Real, il avait été catastrophique, on s'en souvient. Ouais, Ouais, c'était je me son. souviens. Donc, Ouais. c'est pas un dispositif pour lui. Alors, par contre, le 4-4-2, on remarque quand même qu'il est beaucoup plus serein avec le 4-4-2. Il y a des joueurs qui sont comme ça, c'est comme Felipe. Felipe, on sait très bien qu'il est meilleur dans une défense à 4 Mhm. que dans une défense à 3. Bah, lui, c'est pareil, il est meilleur quand il y a un milieu à 4, un bloc assez compact, puis c'est un milieu que je trouve quand même assez polyvalent. On ne pourrait pas vraiment dire qu'il est milieu défensif, mais on ne pourrait pas non plus dire qu'il est offensif. Là, c'est vraiment le milieu central type. On est beaucoup passé par lui. Il a eu une qualité de passe assez juste. Il a réussi aussi de bonnes transversales. Pour moi, c'est un bon set pour Herrera. Et je pense qu'on pourra compter sur lui pour la fin de saison, parce que pour moi, on en parlera plus tard. Mais je pense que s'il faut aller chercher la Liga, c'est en revenant en 4-4-2. Wow. Herrera aussi, pour aller dans ton sens, pourquoi on aurait besoin de lui? Et moi, une autre raison que je vois, c'est l'accumulation des matchs et de la fatigue. Je pense que face à des équipes comme aujourd'hui, qu'on voit qui mettent moins d'intensité à partir d'un moment à domicile, des petits clubs comme ça, je pense qu'Herrera peut servir parce qu'au niveau de la conservation de balle, il est super bon. Au niveau de la distribution sur les longs ballons, il est super bon. Et donc, dans des matchs de basse intensité, et il va en avoir des matchs à basse intensité, c'est la fin de saison, c'est logique. Je pense que vraiment, c'est un élément clé dans le système et surtout dans le 4-4-2, comme tu dis, si on Voilà, y par revient. contre, je vais me permettre de laisser un bémol, c'est justement, voilà, là, la grosse interrogation pour Herrera, n'oublions pas trop vite, c'est justement, comme tu le dis, dans les gros matchs et les matchs à haute intensité. Par exemple, je serais pas forcément très rassuré si on voit Herrera titulaire au Camp Nou, quoi. Non, Ouais. On se non. souvient de ces matchs de Ligue des Champions aussi, Voilà. et même le match contre le Real où il était pas. Ouais, non, à mon avis, au Camp Nou, on en reparlera d'ici là, mais si l'Atlético veut réaliser quelque chose, il devrait revenir à son 3-5-2 avec Lemar, Llorente, Coquet au milieu de terrain, un peu comme ils ont joué aussi contre le Real Madrid. Hein. C'était cette compo-là qui avait très bien fonctionné jusqu'au 1 but partout. Ok, Herrera. Allez, je sais bien que beaucoup voulaient en parler. Lodi, évidemment, Renan Lodi aujourd'hui, il fait son retour au poste du latéral gauche dans un 4-4-2. François, tu veux te charger du Brésilien? Une note et une explication? Avec plaisir. Avec plaisir. Bah, moi, je lui mets 6,5. Il a fait un bon match. Pas excellent, mais il a fait un bon match. Je trouve que c'est vraiment un bon résumé de ce que Lodi est en tant que latéral. On a vu ses défauts et ce qu'il est capable d'apporter à l'Atlético. Donc, ses défauts défensifs, on les connaît, hein, une difficulté à suivre les courses qui partent dans son dos, ce genre de choses. Par contre, on a vu qu'il était capable de défendre sur l'homme quand il était fixe dans son couloir. Et ça faisait plaisir de voir qu'il était moins dépassé physiquement que ce qu'on aurait pu attendre. Trippier, de l'autre côté, a bien souffert aussi. Et en attaque, on a vu que quand il était lancé sur son aile, il arrivait à trouver des dédoublements, soit avec Correa, soit avec Carrasco, voire centré. Et ça faisait plaisir de voir ça, de voir qu'il avait cette créativité. Mais d'un autre côté, on l'a vu aussi dans d'autres périodes où il veut plutôt quasiment latéral intérieur parce que Carrasco prenait l'aile. Là, il se retrouvait perdu et on voyait bien qu'il n'avait pas la créativité nécessaire, l'intelligence de jeu nécessaire pour aller dézoner un peu, comme par exemple Ferland Mendy veut le faire au Real. Donc il y a une différence de niveau, mais ça fait plaisir de voir qu'il est capable d'apporter quelque chose dans un 4-4-2. Moi, je pense que, bon, c'est vrai, sa saison a très dit compliquée, mais je trouve que, un peu à l'image d'Herrera, dans cette fin de saison et dans ce type de match comme aujourd'hui, parce qu'il va en avoir, je pense qu'en fin de saison, il y a Osasuna à domicile, et il y a la Real Sociedad qui n'est pas fait, mais je veux dire qui ne joue plus rien, leur saison est déjà terminée avec la victoire en Coupe du Roi de la semaine passée. Je pense qu'il y a Huesca qui arrive, je pense que Lodi a des minutes à aller grappiller, et on sait bien que dans une fin de saison, souvent l'effectif le plus frais émerge, même si, voilà, je pense pas qu'on a l'Atlético a le meilleur effectif, mais elle peut faire la différence quand on voit aussi l'effectif du Real ce soir. La largesse de l'effectif est très importante sur une fin de saison. Voilà, je pense qu'on a fait les joueurs dont on a le plus parlé et débriefé aujourd'hui. Est-ce que vous voyez autre chose peut-être avant de passer au sujet plus... J'aimerais bien qu'on parle d'un truc. Oui. Après, c'est un peu entre la performance des joueurs et le reste, mais Dembélé, je ne sais pas quoi en penser, honnêtement. C'est le sujet qui fâche. Hein. C'était censé être son match dans la mesure où on s'attendait pas à gagner 5-0, quoi. Mais à partir du moment où il rentre et que le match est fait, est-ce que c'est la peine d'aller se crever et de prendre des risques alors que la victoire est faite? En tout cas, quand ton coach s'appelle Diego Simeone, non. C'est pas De un toute façon, match de toute manière, où il peut se dévoiler parce qu'il rentre et on gagne déjà largement. Et le dernier quart d'heure,
On a vu l'Atlético qui faisait vraiment la babaladisse et qui cherchait plus vraiment à mettre beaucoup d'intensité. Donc je pense pas que c'est vraiment un match qu'on peut le juger. Il faudrait qu'il rentre dans un match où, par exemple, on gagne 1-0 ou on est on match nul pour mieux se donner une idée. Alors bien sûr, oui, là, il n'a pas marqué, mais je pense que c'est aussi toute l'équipe qui était un peu moins bien au moment de son entrée. Ah Ouais, oui, non, mais quand j'ai absolument, dit parce ça, que là, ça jouait à 10, mais ça jouait à 10 avec Oblak. Lui, il touchait pas le ballon. Et enfin, qu'il soit rentré ou que ce soit Camillo qui soit rentré, ça n'aurait rien changé, quoi. C'était clairement pas le but d'attaquer au moment où il est rentré. Il est rentré pour faire souffler d'autres joueurs sur le terrain, quoi. Peut-être que Dembélé jouera contre Huesca en semaine. Hein. N'oublie pas que c'est un match de transition, il est super important. Et il y a 2 jours après, puisqu'il y aura que 2 jours de repos, c'est vendredi, samedi, le dimanche, Bilbao, quoi. Donc moi, vraiment, je en vrai, pense qu'Ousmane, Dembélé peut être titulaire. j'ai vraiment, J'espère pour lui. ouais, j'ai vraiment, parce que moi, ça m'a fait de la peine, parce que c'est ça que je voulais dire tout à l'heure, c'est que Dembélé, il rentre à un moment où il n'y a plus rien à jouer, il rentre à 4 ou 5-0. Euh, c'est, ouais, ça me fait de la peine pour lui, parce que moi, je voulais vraiment déjà aujourd'hui le voir titulaire. Je me dis, Suarez n'est pas là, Félix non plus. Vraiment, moi, j'ai vu la compo fuiter, mais j'ai vu les prédictions de compo vers midi. Je me dis, mais attends, Dembélé, on le fait jouer quand Dembélé au juste? Et ça m'embête un peu. C'est un peu ça que je reproche à Simone quand même, parce que Dembélé, ça fait plusieurs fois qu'on veut le voir jouer. Et soit on le voit des bouts de match, soit on le voit 30 minutes, mais dans un match qui n'a plus aucun enjeu. Ou là, à part faire la babaladisse, on faisait pas grand-chose d'autre. Ouais, mais aujourd'hui, ça en marque 5. Tu peux pas donner tort à Simeone, c'est pas possible. Tu vois. Ce que je veux dire, c'est cruel pour Dembélé que ça se passe comme ça, mais comme tu dis, il rentre à 4-0, mais il rentre à la 60e, Dembélé. Hein. C'est une heure totalement normale pour entrer pour un attaquant remplaçant. Hein. Donc, d'un côté, je pense que Simeone, son plan, il l'avait. Si on avait fait un match, entre guillemets, normal, avec un score normal, il aurait eu sa chance. Maintenant, malheureusement, il manque de chance de gagner 5-0 à ce moment-là. C'est triste, c'est comme ça. Oui, Euh, c'est plus le contexte que Simeone qui le dessert, c'est Mm. vrai. Qu'est-ce qu'il faut faire? Bon, Parce après, que franchement, s'il joue comme ça des matchs, des non-matchs jusqu'à la fin de saison, est-ce que l'Atlético va lever l'option d'achat? Il faut le mettre Après, il y a des choses titulaire, qu'on c'est sûr. ouais, et puis il y a des choses qu'on voit pas à l'entraînement non plus. Enfin, on a vu certaines choses de l'entraînement, mais on peut encore avoir des surprises parce qu'il y a des choses qu'on ne sait pas et qu'on ne voit pas. Ok, bon, allez, débat pour terminer. Retour définitif au 4-4-2 ou non, pour ou contre. Et puis on parlera peut-être de ce que les gens espèrent face à de Retafe ce soir face au Real. D'abord, messieurs, retour au 4-4-2. Timéo, tu avais, je pense, allumé la mèche. Pour toi, c'est nécessaire pour gagner la Liga? Ouais, pour moi, c'est nécessaire. Je vais m'expliquer assez rapidement. Le 4-4-2, ça reste quand même l'ADN de Simeone. C'est le système qu'il connaît le plus, qu'il connaît le mieux. Et je pense que personne sur Terre ne joue mieux le 4-4-2 que l'Atlético de Madrid, tout simplement. On a commencé la saison de Liga en 4-4-2 et on jouait bien quand même. On se rappelle quand même du 6-1 contre Grenade en première journée. Et puis ensuite, on est passé au 3-5-2 contre Cadiz, il me semble, en décembre où là on gagne 4-0 et on est vraiment très séduisant. Et à ce moment-là, le 3-5-2, ce qui est bien, c'est que nos adversaires le connaissent pas, ce style de jeu. C'est tout nouveau, c'est inédit pour l'Atlético. C'est quelque chose auquel personne s'attend. Mais en fait, au fil du temps, on voit qu'en fait, que le 3-5-2, il a ses limites. On est beaucoup plus fébrile défensivement. Ce qui nous faisait les victoires, c'est que du coup, avec le 3-5-2, on était meilleur offensivement, mais du coup, défensivement, on pêchait beaucoup plus. Et du coup, on prenait plus de buts. Et puis, c'est arrivé ensuite avec cette mauvaise passe qu'on est en train d'avoir. On était au 4-4-2 contre Villarreal, je me souviens, où on gagne contre Villarreal et on ne prend pas de C'était un but. 4-4-2, ouais. Pour moi, c'est vraiment en fait le système qui nous apporte le plus de sérénité en défense. Ce que le 3-5-2 avait beaucoup de mal à faire, parce qu'au final, au fil du temps, les adversaires arrivaient à déjouer nos plans, ils savaient comment jouer, on était devenu prévisible. Et puis on a vu aussi, par exemple, le Barça, le Real se mettre aussi à un 3-5-2. Et du coup, c'est devenu vraiment le système que nos adversaires ont appris à contrer parce qu'on était devenu prévisible. Et un Hermoso qui a régressé aussi dans ce 3-5-2. Ouais. C'est vrai que Hermoso, on lui disait que vraiment c'était sa capacité de relance très très bon et tout. Et ces derniers matchs, il est vraiment plus trop dans le coup. Franchement, le 4-4-2, je pense que c'est vraiment ce qui peut nous faire gagner parce qu'on l'a vu offensivement, ça reste solide. On a quand même un bon bloc avec quand même Jiménez, Savic, c'est vraiment les patrons. Lodi qui a montré les bonnes choses aujourd'hui. Carrasco sur une aile et Llorente sur une autre, c'est quand même très rapide et ça joue très bien. Franchement,
je pense qu'il y a moyen, en reprenant ce 4-4-2, en retournant à nos fondamentaux, de gagner ce championnat. Alors, moi, je me permettrais juste deux questions parce que c'est vrai que le 4-4-2 est plutôt séduisant et je suis d'accord avec le fait que le fait de revenir aux bases sur cette fin de saison pour en plus aller nous faire chercher le titre, ce serait une belle histoire. Maintenant, ça pose deux questions sur deux joueurs en particulier. Le premier, c'est Lemar, puisque Thomas Lemar, s'il joue dans un 4-4-2, bah, je le vois pas recoller sa ligne une nouvelle fois. Donc, pourquoi pas occuper une place de milieu central, du coup, un petit peu plus offensif. Dans ce cas-là, c'est un sacré bricolage. Et encore une fois, il va falloir qu'il s'adapte assez vite à un nouveau système que finalement, vu qu'il a éclos en janvier-février, qu'il ne connaît pas, ou plutôt pas tant que ça. Et la deuxième interrogation, elle m'est plus personnelle, mais c'est Suarez. C'est Suarez, puisque je pense que dans un 4-4-2, si on anime bien le 4-4-2, c'est aussi en misant, on l'a vu aujourd'hui, sur des balles un petit peu plus longues, en profondeur ou parfois même en cloche. Et aujourd'hui, si ça a marché, c'est parce qu'il y avait deux attaquants qui étaient vifs devant. Et Luis Suarez, je pense que vif, c'est pas son atout le premier. Donc, à voir si ça pourrait fonctionner avec le retour de l'équipe type, en tout cas qui nous a fait notre bonheur. Ouais, À moins qu'on décide de changer d'équipe type. moi j'irais plus loin, du coup, Mathieu, avec un 4-4-2, avec, comme on a vu au restart l'année passée, avec Llorente devant, pour jouer la profondeur, du coup. Et Llorente Suarez. Ah ouais. Ah oui, c'est si tu veux jouer Joao la profondeur. Ah, Joao Félix, est-ce qu'il serait pas sur un côté du coup? À Villarreal, Joao Félix, à un moment, il jouait milieu gauche, hein, je m'en souviens. Hein. Il jouait milieu. C'est un peu vite C'est bricolé. Correa dans ce cas, hein, si on continue dans cette optique. Parce que pour l'instant, Joao Félix Correa, enfin, je le criais pas sur tous les toits parce que je pense que je me serais fait incendier, mais dans la période un petit peu plus creuse de l'Atleti, le débat Félix-Correa, on en a parlé, il existait, et pour moi, Correa a un avantage certain, tactiquement en tout cas. Pour l'instant, Offensivement, il va falloir meubler, il va falloir essayer de trouver. Mais moi, je pense qu'en fait, le point principal de l'Atlético aujourd'hui, c'est la défense. Donc, je pense que Ouais. devant, on a les qualités. Franchement, quand on a Carrasco, Llorente, Félix, Lemar, Suarez, on a ce qu'il faut devant. Alors, il va falloir trafiquer. Il y a des gens, il y a des joueurs qui en bénéficieront plus que d'autres. On va peut-être avoir le retour de Félix ou Lemar. Peut-être que dans un 4-4-2, ils seraient moins complémentaires. Il faudra faire le choix entre l'un et l'autre, peut-être pour accompagner Suarez. Après, Suarez, il faut aussi voir quand il reviendra. Donc, c'est tout ça à voir. Mais en tout cas, je pense que le 4-4-2, déjà, ça nous mettrait de la solidité défensive. Et puis ensuite, bah, offensivement, c'est là aussi l'interrogation, c'est sûr. Mais au moins être solide, quoi. Ah, parce que dans le 4-4-2, on peut pas exclure non plus que Hermoso parfois joue latéral gauche. Hein. C'est déjà arrivé, c'est déjà vu, ça serait moins offensif que Lodi, mais voilà, je pense que ça peut faire l'affaire. Moi, je me souviens au début de saison, 4-4-2 titulaire, c'était double pivot Koke-Herrera, comme ce soir. Côté gauche, milieu gauche, Carrasco. C'était même les dynamiteurs, on les appelait. Côté droit, Llorente. Et le double offensif, c'était Joao Félix, Suarez. Ça, est-ce que c'est la compo qui va être déterminante sur la fin de saison? Ou alors est-ce qu'il va bricoler parfois avec des 3-5-2 en incluant Lemar, Correa? Parce que Correa aussi, messieurs, n'oubliez pas que oui, on l'aime bien là en ce moment, il joue devant, mais je pense que son meilleur poste, parfois, c'est même milieu droit. Hein. Souvenez-vous du festival à Villarreal, Correa était milieu droit. Hein. Ouais. Ça solutionnerait pas mal de problèmes si on décide d'aligner une attaque Llorente et Suarez. Hein. Ça libérerait un espace sur la droite et donc dans ce cas-là. Au détriment de Félix. Au détriment de Félix. Ce serait mon choix en tout cas personnel. Après, je suis pas Simeone. Hein. J'aimerais faire remarquer deux choses, une qui est juste interne à la radio et une qui est tactique. Premièrement, il faut quand même qu'on se rende compte que là, on est l'Atlético, on a l'habitude d'avoir un effectif assez réduit et on est en train de débattre sur qui doit être titulaire. Et ça, je trouve ça très très beau parce que ça veut dire qu'on commence à avoir une vraie profondeur. Et un deuxième point, c'était que je pense pas qu'on va jouer en 4-4-2. Là, il y a une configuration défensive qui est globalement toujours du 4-4-2, sauf quand on joue à 5 derrière, mais même parfois on se rééquilibre en jouant 4-4-2. Par contre, en attaque, l'animation est rarement du 4-4-2. Moi, ce que j'ai plus vu aujourd'hui, en particulier sur la période où on a mis les buts, c'était une sorte de 4-3-2-1. Donc un truc un peu plus progressif, où on utilise tous les espaces possibles avec des latéraux qui, à l'ancienne, montent pas mal. Donc je sais pas si on peut vraiment parler de 4-4-2, je pense que c'est un faux débat. Ça va juste être une Et question dans un 4-3-2-1, tu pourrais inclure Félix dans l'espèce de milieu à 3 comme ça.
Tu pourrais le mettre Moi, un peu en je serais retrait. plutôt dans l'attaque à 3. Ouais, Je mais reste sauf si tu automatiquement mets à 3. Carrasco et Llorente. Hein. Tu peux mettre Suarez devant, Carrasco et Llorente, comme tu dis, les deux soutiens. Pourquoi pas un Félix comme ça, avec qui tourne, qui ferait la liaison entre le milieu et l'attaque. Félix, il est techniquement au milieu de terrain, il serait super à l'aise. Hein. On l'a vu, Pour moi, c'est quand qu'il a fait le rôle de Lemar, Félix? C'était contre le Betis au début du match, je pense. ouais, Je- mais pour moi, tu vois, par exemple, Llorente et Félix sont des joueurs qui sont entre guillemets interchangeables Mhm. selon le contexte du match. Ouais. Et partir avec un 4-3-2-1 avec Llorente avec Coquet et Lemar au milieu et devant Carrasco et Félix autour de Suarez, avec évidemment des changements entre Carrasco, Lemar et Mhm. Félix et Llorente, ça nous permettrait d'avoir beaucoup plus de créativité et de joueurs qui sont capables de créer de la différence ensemble, et en plus qui sont capables de totalement perdre l'équipe adverse en changeant de poste, de situation et d'espace. Donc je pense que c'est peut-être plus vers ça que Simonet essaie de se diriger, de trouver d'autres manières d'approcher la surface adverse. Donc on verra aussi, je crois de toute façon, il n'y aura pas de compo type sur la fin de saison, ça va beaucoup changer. Surtout s'il y a beaucoup d'hommes, sincèrement. Et tant mieux, comme tu dis, la Oui, richesse ce de ce sera la débat, force, ce sera la ouais, force de c'est l'équipe, hein, certain. c'est C'est sûr. Oui, certain. c'est nécessaire, c'est totalement nécessaire. C'est nécessaire. Et je crois que voilà, ça tombe, on va avoir ça tombe au Camp Nou va tenter quelque chose en 3-5-2. Si ça tombe, il va le faire. Et puis il va revenir au 4-4-2 pour les 3 derniers matchs, etc. Donc voilà, je pense que c'est un débat sans fin où il n'y a pas de bonne réponse. Mais je pense qu'il faut relever évidemment, s'il y a retour des blessés, l'effectif sera d'autant plus profond et ça va être magnifique vraiment d'avoir tous ces joueurs-là au meilleur de leur forme. Ouais, Allez, après, cela ouais. dit, après, de toute façon, Cholo, faut se le dire aussi, ça se trouve, à tout moment, elle aura encore pas le choix parce qu'à tout moment, on aura encore des blessés. En fait, je vois vraiment pas une fin de saison tranquille avec de plus en plus de profondeur. Je sais pas pourquoi, mais je pense qu'avec l'enchaînement des matchs, même si on n'a plus de Ligue des Champions et de Coupe du Roi ou tout ça, mais à tout moment, on va avoir encore des blessés, on va devoir Bah, encore j'espère pas composer. parce que cette période-ci était J'espère déjà pas. compliquée. Hein. Entre les suspensions, les blessés, les suspensions des 2 derniers matchs et tout, je dis allez, j'espère que pour le moment là, c'est bon Ouais, on pour est les 6 d'accord. derniers matchs. Ne me dis pas qu'il n'y a pas moyen d'avoir zéro souci quoi. Je sais pas, mais tu vois les autres clubs en Europe, il y a un tas de clubs en Europe qui ont ces problèmes-là et c'est des problèmes que quasiment tous les clubs ont. Et je pense on a eu droit à notre bonne dose toute l'année, mais je pense que voilà, malheureusement, on va encore avoir des blessés et voilà, on espère le moins possible. Mais voilà. Ça peut être la force de l'Athletic justement je pense, comment dire, de se distinguer dans cet exercice-là. On est la seule équipe à qui il restons, on va dire, le moins d'échéances possible. Alors bon, le Barça a terminé ses échéances en plus hier, mais je sais pas, je sens justement une course qui nous réserve des belles surprises côté Atlético. Je resterai optimiste, de toute façon rien ne me fera changer d'avis sur le tout. Donc voilà, on reste bon. Donc, est-ce que tu es optimiste du coup jusqu'à penser que Retafe va prendre des points ce soir pour terminer l'émission? Ah, c'est une bonne question ça. Ouais, au moins un. Mais Au oui, moins c'est possible. Hein. un petit Alors, ralentissement du Ça veut Real. dire que tu imagines le 3 points de Retafe? 3 points, je sais pas. Un au moins. En tout cas, ouais, j'y crois. moi, je vois un 0-0 ce soir. Vraiment un 0-0 où Retafe va. Quand on était allé chez eux, ouais. Voilà, Pareil. le même genre de match. Vraiment. Surtout que c'est un derby, faut quand même se le dire. Donc, Retafe, je pense qu'ils vont pas. Retafe joue la Ils vont pas descente, déjouer. rien n'est fait pour Voilà. eux. À Voilà. 8 journées de la fin, ils doivent encore se sauver. Et c'est surtout les blessures et suspensions côté Real. Je crois qu'ils en ont 8 au total. Ils ont un banc de la Castilla, donc c'est que des jeunes, et Rodrigo, le Brésilien, qui joue avec l'équipe A. Pour les 8 absents, vous avez en défense Varane, Nacho, Ramos, Carvajal, ça fait déjà 4. Il y a Valverde qui a Mendy été aussi. mis... Mendy, En fait, leurs 4 défenseurs 5. Ouais. sont sur Vous avez sont blessés. Valverde qui a été isolé parce qu'il y a eu un contact Covid-19. Vous avez Casemiro suspendu. Voilà, pour tous les blessés. Donc voilà, mais bon, voilà, ils ont encore un 11, je pense, sur papier qui est encore assez valable avec Modric, Kroos. Qui donne espoir, c'est que Kroos ne semble pas tenir sur les 2 derniers matchs la durée des 90 minutes. Il sort 2 fois à la 70e, assez émoussé d'ailleurs. Donc voilà, il faut espérer, je pense, on est en droit d'espérer que Retafe prenne au moins un point ce soir. Ça aiderait pas mal l'Atlético dans la course au titre. Ça les allégerait d'une éventuelle défaite au Camp Nou au moins. Donc Oui, à enfin, voir. il y a le Barça quand même. Hein. Ouais. Ok, ouais, il y a le Barça, mais c'est pour ça qu'il faut essayer d'en écarter un le plus vite possible, sinon ça va être compliqué de jouer contre deux équipes comme ça, quoi. Je sais pas, ouais,
Après, là, à l'heure actuelle, voilà, si le Real perd ce soir, on va absolument pas s'en plaindre, bien entendu. Après, voilà, aujourd'hui, j'ai un petit peu plus peur du Barça que du Real parce que le Barça est dans une dynamique Incroyable. totalement affolante. J'étais le premier à pas y croire, je suis le premier à être sous le cul de Barça. Donc voilà. Mais voilà, si le Real peut être un peu distancé, voilà, ça fait un petit soulagement. Mais ça nous permet pas non plus de faire. Ça nous soulage. Mais voilà, ça nous permet pas de faire un faux pas en fait. C'est ça que je veux dire. Parce que Allez, le vous Barça, voulez, faut vous pas voulez une oublier. note de positif? Vous voulez une note de positif? Quand bien même le Real gagne ce soir, on est premier de Liga. Ouais, c'est Ça, vrai. c'est beau. C'est Oui. vrai. Et justement, je rejoins ton propos, Mathieu. Le plus Ouais. important, c'est surtout de faire attention à ce que nous, on produit, plus Ouais. qu'à ce que les autres y produisent. On est capable de gagner nos matchs, alors on les gagne et on sera champion. Aussi simple que ça. C'est beau. Ok, on va s'arrêter ici. Je pense que tout a été fait. Merci Timéo, merci Mathieu, merci Tian, merci François. On se retrouve donc la semaine prochaine pour le débrief des prochains matchs. Donc le prochain rendez-vous, Huesca à domicile jeudi 19h et Athletic dimanche prochain à 21h. Bonne soirée à tous. Salut. Bonne soirée. Bonne soirée.